Et bonjour, Madame la Ministre. Merci de nous accorder cette interview. On va parler un petit peu d'actualité pour commencer. Les primaires citoyennes hier qui ont donné un résultat qui n'était pas forcément attendu par les sondages. Benoît Hamon en tête, Manuel Valls ensuite. Qu'est-ce que ça vous inspire, votre première réaction suite à ce résultat? Ma première réaction, c'est que la primaire, elle est d'abord faite pour faire désigner par les électeurs de gauche un candidat à la présidentielle. Et j'exclus pas que dans la primaire d'hier après-midi, toute la journée, des électeurs de gauche soient venus pour dire qu'ils n'avaient pas tout aimé dans le quinquennat 2012-2017, qu'il y avait eu des moments difficiles pour les électeurs, pour le gouvernement aussi, incontestablement. Mais dimanche prochain, l'enjeu, c'est d'avoir un candidat qui nous permette de porter la gauche jusqu'au second tour de l'élection présidentielle. Je n'arrive pas à me résoudre à un deuxième tour qui serait entre la candidate d'extrême droite et le candidat de la droite dure. Ne serait-ce que du point de vue de mon ministère, du ministère des droits des femmes, je sais que les femmes jouent gros dans cette élection présidentielle, que ce qui est important pour elles, l'accès aux droits, l'égalité, la modernité de la conception de la société et de la famille est un des enjeux de cette élection présidentielle. Et c'est un hasard de calendrier, mais tout le monde devrait avoir en tête que pendant que les électeurs de gauche venaient voter à la primaire, dans Paris, manifestaient des groupuscules hostiles à l'IVG, que ces groupuscules hostiles à l'IVG, certes, ne sont pas majoritaires, ils sont même probablement assez marginaux, mais pour autant, ils sont soutenus par des courants politiques, je pense à Sens Commun en particulier, qui a obtenu du candidat de la droite, de François Fillon, plusieurs circonscriptions pour les élections législatives. Donc demain, nous pouvons avoir des candidats profondément, ostensiblement, franchement hostiles à l'IVG qui se retrouvent députés et ils seront là pour mener à bien leur projet. Et leur projet, c'est le retour en arrière sur l'IVG. Donc c'est une élection dans laquelle il y a un gros enjeu pour les femmes et la seule réponse pour les femmes, elle est à gauche, elle n'est ni à droite ni à l'extrême droite. Benoît Hamon a des chances de sortir de cette primaire, en tout cas les dernières tendances pourraient le donner vainqueur au second tour. Vous soutenez publiquement Manuel Valls. Quelle est la différence, selon vous, entre Benoît Hamon et Manuel Valls pour le mieux incarner la gauche? Oui, je crois que la gauche a mis longtemps à faire admettre et faire partager l'idée qu'elle sait aussi gérer. Vous êtes jeunes, et probablement ceux qui nous regardent le sont aussi, mais en 1981, quand la gauche a été élue pour la première fois, depuis fort longtemps, depuis 1936, depuis le Front Populaire, elle a subi pendant des mois et même des années un procès en incompétence de gestion. La gauche aujourd'hui a prouvé qu'elle savait aussi bien, voire même mieux, si on en juge sur un certain nombre de critères comme la lutte contre les déficits publics, le sérieux budgétaire, elle pouvait aussi bien gérer que la droite. Et aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de ne pas revenir en arrière sur cette qualité que la gauche a eu bien de la peine à obtenir face au discours ambiant de l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens Manuel Valls. On ne vote pas uniquement pour la gauche dont on rêve, on vote pour une gauche qui gouverne. Parce que la plus belle et la meilleure des gauches dans l'opposition, elle ne peut pas agir et porter son projet. Et si elle est trop faible, elle ne peut même pas défendre ses idées et organiser la résistance. Donc je souhaite une gauche forte à l'élection présidentielle et je pense que le candidat de la gauche la plus forte, c'est Manuel Valls. Aujourd'hui vous dites forte justement, mais elle peut paraître aussi divisée dans le sens où il y a plusieurs candidats de gauche. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y aurait le candidat qui sortirait de ces primaires citoyennes, Emmanuel Macron aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que justement toutes ces candidatures pourraient faire en sorte qu'au second tour de la présidentielle, on n'ait aucun candidat à gauche? Est-ce que justement il ne faudrait pas que le candidat qui sortirait de ces primaires citoyennes se rallie à l'un ou à l'autre pour éviter ce qui pourrait être, ce que vous dites, un retour en arrière sur certaines choses, notamment par rapport aux femmes? C'est un gros risque. C'est le risque que nous avons tous en tête. C'est le scénario du pire, celui que vous évoquez. Et vous classez, vous dites il y a Jean-Luc Mélenchon, autre candidat de gauche, il y a Emmanuel Macron. Je ne sais pas si il souhaite qu'on le classe à gauche. Donc lui-même. Vous le considérez à gauche ou pas selon ses idées? Moi, je m'en tiens à ce que les gens disent. Je les crois. Emmanuel Macron dit qu'il vise un rassemblement ni de droite ni de gauche. Donc j'hésite à le classer contre son gré d'ailleurs à gauche. Ce n'est pas ce qu'il souhaite. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a à gauche des débats, il y a à gauche et la confrontation avec le pouvoir, avec la gestion du pouvoir, avec l'exercice quotidien du pouvoir.
est une confrontation pour la gauche. Et cette confrontation, elle nous amène à nous poser une question. Est-ce que nous voulons tous gouverner, avec ce que ça suppose, comme contrainte, comme frustration, comme également souvent comme impossibilité ou comme limite à nos ambitions, parce que le monde est tel qu'il est aujourd'hui, et dans les frontières nationales, on ne fait pas tout ce qu'on voudrait faire. Nous sommes dépendants des autres, nous sommes dépendants mais en même temps porteurs de l'Europe, de l'Union européenne, et notre destin est celui des autres peuples européens aujourd'hui. Donc, à la question que vous posez, est-ce que les candidats pourraient se mettre d'accord? Oui, à condition que ce soit sur un programme pour gouverner et pour agir, et pas simplement sur un programme pour s'opposer. Donc le message est passé. On a notamment eu justement une réaction par rapport à une actualité qui est tombée dans l'après-midi. Martine Aubry qui soutient Benoît Hamon. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis pas surprise. Voilà, je ne suis pas surprise. Voilà, de toute façon, à Lille, je crois que Benoît Hamon avait d'ores et déjà fait un bon score au premier tour. Donc Martine Aubry confirme les résultats du premier tour pour le second tour. Parlons maintenant en rapport, en lien avec votre ministère. 5 ans qui vont se terminer bientôt. Quel bilan, quels sont les moments forts que vous retenez de ces 5 années? Alors moi j'ai un ministère à la fois vaste, avec d'une part les familles, l'enfance et les droits des femmes. Et ce ministère qui avait fait parler d'ailleurs quand il a été créé, on s'était inquiété, est-ce que le ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes réuni entre les mains de la même ministre, ce ne serait pas par hasard le ministère des mères au foyer, certaines avaient même dit le ministère du tricot, enfin bref, tout un tas de colibets et d'inquiétudes. Je crois avoir prouvé qu'on peut être à la fois ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et l'être pleinement sur tous les secteurs. C'est-à-dire que j'ai aussi montré qu'on ne peut pas compartimenter, cloisonner ces politiques. La politique familiale est un levier pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Lorsque la politique familiale, elle vise, comme je l'ai fait, à ouvrir le plus grand nombre de places de crèche, à garantir le meilleur accueil pour les jeunes enfants, elle est au service de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et surtout de la liberté des femmes de travailler avec l'esprit léger parce que leurs enfants sont bien accueillis. Lorsque je m'occupe des violences faites aux femmes et que j'ai lancé le 5e plan contre les violences faites aux femmes, vous savez qu'aujourd'hui, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou de son compagnon et 160 à 200 000 femmes sont chaque année victimes de violences conjugales. Et c'est une des priorités de ce ministère que de faire reculer les violences faites aux femmes, mais aussi de mieux accompagner les femmes et surtout de leur permettre de s'extraire de ce milieu hostile et dangereux pour elles. Mais lorsque je conduis une politique et des plans sur les violences faites aux femmes, en même temps, parce que je suis ministre de l'Enfance, je me rends compte que sur les violences faites aux enfants, on est beaucoup moins offensif, qu'aujourd'hui le niveau d'intolérance sociale aux violences faites aux femmes a progressé. J'en tiens pour preuve à la fois la pétition pour la grâce de Jacqueline Sauvage, mais aussi tout le mouvement dans les milieux médiatiques sur comment on nomme les violences faites aux femmes. Très important, est-ce qu'on appelle ça un drame familial, un drame passionnel, un drame de la jalousie, comme je le dis encore trop souvent, ou est-ce qu'au contraire on désigne les choses pour ce qu'elles sont réellement, c'est-à-dire un assassinat d'une femme par un homme avec lequel elle a eu ou elle a des liens affectifs. Et quand on mène cette bataille-là pour faire reconnaître et accompagner les violences faites aux femmes, on se rend compte aussi que pour les violences faites aux enfants, on est moins avancé. Et qu'il y a aussi, au prétexte qu'on n'arrive pas à imaginer que la famille pourrait être un lieu de violence, on aimerait que la famille ce soit un endroit de paix, de bonheur, d'harmonie, de protection. Mais c'est aussi pour des enfants là où ils sont victimes de violences. L'essentiel des violences ou des viols sur les mineurs ont lieu dans le cercle familial ou dans l'entourage proche. Donc dire que la famille peut aussi être un lieu dangereux, c'est déjà engager une politique nouvelle de prévention et de lutte contre les violences faites aux enfants. Et je lancerai le 1er mars prochain, vous voyez, vous me parliez de l'agenda. Un plan de lutte contre les violences, vous parlez de l'agenda que j'ai en face de moi, mais le 1er mars prochain, parce que jusqu'au bout, je continuerai de faire avancer les causes qui sont celles de mon ministère, je présenterai le premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Et c'est parce que j'ai ces 3 activités, femmes, famille, enfance, que je peux justement porter des politiques cohérentes et utiliser les leviers d'une politique pour faire avancer l'autre.
On a cette question parce que bien sûr, le fil conducteur est aussi maîtrisé par les internautes qui nous regardent. Romain, qui nous pose cette question, vous en faisiez référence au début de ce direct, à cette manifestation anti-IVG à Paris. Quel regard vous avez eu sur cette manifestation hier ? Je pense qu'il y a une manipulation dans le titre de la manifestation. Ce n'était pas une marche pour la vie. Une manifestation qui a pour but de restreindre l'accès des femmes à l'IVG nous amènerait où si, par malheur, ces gens obtenaient ce qu'ils souhaitent? À la restriction du droit à l'IVG, c'est-à-dire au retour des avortements clandestins et des abandons d'enfants. Donc ce n'était pas une marche pour la vie, c'est plutôt une marche contre les droits des femmes. Autre question qui là nous fait repartir sur le sujet dont on parlait précédemment. Pour vous justement, on parlait de la gauche qui se cherche un peu dans cette élection présidentielle. C'est quoi les valeurs fortes de la gauche? C'est une question un peu que nous pose Romain sur Facebook. Quelle est la définition de la gauche selon vous? La gauche aujourd'hui, c'est d'abord l'égalité. L'égalité civique, l'égalité sociale également entre toutes celles et ceux qui vivent sur le territoire français. Et c'est la lutte contre les discriminations dont sont victimes ceux qui ont un nom à consonance étrangère, qui habitent dans un quartier identifié comme étant un quartier plus difficile. C'est les discriminations dont les femmes sont victimes. Donc la gauche, c'est d'abord l'égalité républicaine, pour moi. Et puis la gauche, c'est le progrès, c'est l'avancée, c'est le fait que nos droits et nos libertés doivent progresser. Et puis c'est aussi une façon d'observer les aspirations des individus et de soutenir tout ce qui va vers leur plus grande émancipation. La gauche, c'est tout ça, et c'est aussi le partage, bien entendu, parce que le monde dans lequel nous sommes est scandaleusement inégalitaire, l'avidité des riches est toujours plus grande, et lorsqu'on sait que 8 familles doivent posséder à peu près 50% de la richesse mondiale, je crois que c'est à peu près ça le rapport, on se dit que le rôle de la gauche, c'est aussi une plus juste redistribution des richesses. Mais cette redistribution, elle ne peut pas se faire uniquement en France. Il faut qu'elle soit portée au plan international également. Donc c'est toute la gauche sur la planète aujourd'hui qui a besoin de se réinstaller, de se restaurer et de retrouver ses fondamentaux pour remplir sa mission, la justice sociale, l'égalité et la liberté. Le terme d'égalité que j'entends souvent depuis le début de cette interview, pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans l'égalité entre les hommes et les femmes? On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, les inégalités salariales, même dans la place de la femme dans la société. Comment changer les regards, comment changer les mentalités, comment faire encore avancer les choses dans les prochaines années? Alors, en France, on a la chance d'avoir un socle législatif, des lois, des plans, beaucoup de choses qui nous ont permis de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. On a bien entendu, j'évoquais la loi Veil pour les droits sexuels et reproductifs, mais il y a aussi la loi de 83 sur l'égalité professionnelle, il y a tout ce que nous avons engagé, toutes les lois pénales pour justement sanctionner le harcèlement contre les femmes. Tout cela existe. Pour autant, on constate que les résultats ne sont pas au rendez-vous, que la promesse républicaine, la promesse d'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas tenue aujourd'hui. Et donc c'est qu'à un moment donné, ce n'est plus la loi qui est en cause, c'est plus simplement la volonté gouvernementale, ce ne sont plus simplement la mise en œuvre de politiques publiques, elles sont indispensables, elles sont nécessaires, mais l'égalité femmes-hommes, elle se joue aussi dans la société, elle se joue dans les rapports interpersonnels entre les femmes et les hommes, et puis aussi dans les représentations, dans les stéréotypes qui continuent de se reproduire et qui sont autant de handicaps pour l'égalité femmes-hommes. C'est le sexisme. En fait, le sexisme, c'est cet ensemble de représentations. À chaque fois qu'on dit les femmes sont comme ci et les hommes sont comme ça, le plus souvent c'est... Et on l'entend parfois de la part de nos politiques. Je veux dire, parfois à l'Assemblée nationale, on peut voir des députés qui vont siffler oui. Quelqu'un qui porte une jupe, une robe, voilà. Plutôt à droite. Non mais disons la vérité, les députés qui se comportent mal à l'Assemblée nationale sont le plus souvent des députés de droite qui effectivement n'ont pas compris qu'on avait changé d'époque, qu'on avait changé de période. Ceci dit, ils sont assez hostiles à la parité. Il y a, en 2014, nous avons voté une nouvelle loi pour la parité dans les départements, dans les conseils départementaux. Les députés de droite s'y sont opposés. Ils pensaient que ce n'était pas utile et qu'il suffisait d'attendre. Il va y avoir 11 ou 12% de femmes dans les conseils départementaux. Il suffisait d'attendre et peut-être que dans 150 ans, on en aurait eu 40%. Et donc, effectivement, il y a pas partout, enfin pas chez tout le monde, pas de la part de tous les députés de droite, mais il y a un noyau dur
hostile à ces évolutions de société. Je pense à celui qui s'obstine à appeler la présidente de l'Assemblée Madame le Président. Il ne veut pas dire Madame la Présidente. Ça le Vous parlez de quel député ? Je crois que c'était Julien Aubert, non, qui avait fait ça, qui s'obstinait par provocation à appeler la présidente Madame le Président. Elle lui a répété une fois, deux fois, trois fois, on dit Madame la Présidente. On ne vous appelle pas Monsieur la députée. Et vous, dans votre carrière politique, en tant que témoignage purement humain, est-ce que vous avez senti que vous avez des difficultés à avancer dans votre carrière par rapport au fait simplement que vous étiez une femme ? J'ai surtout observé que les hommes avaient des grandes facilités à avancer dans leur propre carrière. C'est surtout ça que j'ai vu. Et donc j'en ai déduit que le fait d'être une femme n'était pas forcément un avantage. La politique a longtemps fonctionné par la cooptation. C'est-à-dire que les plus installés choisissent leur entourage, leurs successeurs, et spontanément, naturellement, ce sont des hommes qui sont choisis pour accompagner, collaborer avec d'autres hommes et puis ensuite les remplacer. Et c'est pour ça qu'il a fallu pour les femmes en politique la loi sur la parité, la loi de 2000, qui a effectivement imposé la parité dans toutes les élections de liste, un homme, une femme, et qui a créé pour l'Assemblée nationale des amendes pour les partis politiques qui ne respectent pas la présentation de 50% de femmes aux élections législatives. On a une question qui revient régulièrement sur Facebook, notamment de SOS Exclusion Parentale, qui nous dit: à quel moment envisagez-vous un équilibre égalitaire entre les hommes et les femmes, notamment pour la garde des enfants, sur ce point bien précis? Écoutez, je connais cette question. La garde d'enfants aujourd'hui est prononcée par les juges. Lorsque les parents sont d'accord pour une garde à résidence alternée, les juges l'accordent très volontiers. Quand l'un des parents n'est pas d'accord, il arrive, si les enfants ne sont pas trop petits, si ce n'est pas trop des bébés, que les juges aussi accordent des résidences alternées. Et puis ensuite, le plus souvent, dans l'immense majorité des cas, ce sont les femmes qui ont la garde des enfants parce que les hommes ne la demandent pas. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que 85% des familles monoparentales sont composées par des femmes et que 30 à 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées à ces 85% de femmes. Donc je ne crois pas que le sujet soit totalement équivalent entre la place des pères et la place des mères en matière de monoparentalité, et je ne crois pas que les juges soient discriminants à l'égard des pères. Et puis souvent aussi, il y a des situations de conflictualité dans le couple, des situations de violence qui ne sont rarement expliquées par ceux qui se plaignent que le juge ne leur a pas accordé ce qu'il voulait en termes de droit de visite et d'hébergement ou de garde de l'enfant. Mais il y a aussi des situations de violence que les juges doivent prendre en compte pour mettre à l'abri aussi bien les femmes que les enfants. Une question justement, le lien est tout trouvé, vous parlez des pensions alimentaires. Je sais que vous avez lancé il n'y a pas longtemps une agence de recouvrement justement des pensions alimentaires non payées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe, comment ça fonctionne? L'agence de recouvrement, elle apporte un service nouveau, c'est-à-dire que les femmes ou les hommes, plus 15% d'hommes familles monoparentales, et si on dit 30 à 40% des pensions alimentaires impayées, peut-être la statistique est la même sur ces 15%, mais elle apporte un service nouveau aux parents créanciers, c'est qu'il va pouvoir s'adresser directement à l'agence de recouvrement qui va l'accompagner et engager avec lui les démarches pour le recouvrement des pensions alimentaires. Et puis aussi, cette agence, elle permettra une chose qui est très importante, j'évoquais les questions des violences il y a un instant, dans une situation de violence faite à l'encontre d'un des parents, le plus souvent la mère, et de menaces de violence persistantes, le juge pourra décider que c'est l'agence de recouvrement qui perçoit la pension alimentaire, ensuite la reverse à la mère, ce qui fait l'agence jouera le rôle d'écran entre un débiteur violent et une créancière victime. On va parler maintenant du harcèlement. J'ai en mémoire une affaire très récente, celle de Caroline Dehaze, qui avait porté plainte par rapport à des menaces de viol et menaces de mort sur Twitter. Elle a porté plainte et il n'y a pas eu de suite. On a l'impression qu'aujourd'hui il y a une impunité par rapport à ces paroles sur les réseaux sociaux qui peuvent être sexistes ou des menaces de violence. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre cela? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui la parole s'est libérée et que l'appareil législatif est très faible par rapport à cela. Ah mais c'est sûr que l'anonymat que procurent les réseaux sociaux a libéré une parole haineuse, sexiste, machiste, mais aussi raciste, mais aussi antisémite. Il faut quand même avoir la globalité des attaques. Moi, je considère que c'est pas parce qu'on est tout seul chez soi derrière son ordinateur, c'est pas parce qu'on est dans un lieu privé
pour utiliser les réseaux sociaux que pour autant les réseaux sociaux sont un lieu privé. Les réseaux sociaux sont un lieu public. Et donc doit s'appliquer sur les réseaux sociaux les mêmes règles, les mêmes lois qui s'appliquent dans l'espace public, dans la rue, dans la presse ou par des documents écrits. Pour autant, on observe une plus grande difficulté à poursuivre effectivement les auteurs. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'anonymat derrière lequel ils se cachent oblige à des recherches et des enquêtes importantes pour aller identifier qui est derrière le compte anonyme. On a les adresses IP qui peuvent pourtant... on sait qu'Adopi est très puissant pour aller... oui. Si on télécharge illégalement certaines choses, est-ce que par exemple par rapport à un tweet, on ne peut pas remonter directement à l'utilisateur ? Mais qui peut le faire ? Qui doit le faire et qui peut le faire ? D'abord, il y a une responsabilité des hébergeurs. Une responsabilité de ceux qui animent les réseaux sociaux. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps à la fois les administrateurs, enfin les responsables de l'entreprise Facebook en France, et puis beaucoup de jeunes femmes qui sont victimes, en particulier sur YouTube, de harcèlement et des youtubeuses qui avaient notamment eu. Et puis après, il y a encore un autre, j'ai encore dans mon viseur, et là je vais me faire troller pendant des jours et des jours, jvc.com, jeuxvideo.com, avec ces fameux forums qui sont des forums un déversement de haine sexiste, d'appels au viol, de messages antiféministes sont régulièrement observés. On en parle régulièrement de ce forum. Il faudrait faire quoi? Poursuivre les hébergeurs du site, les auteurs de ces paroles, parce que ça fait des années que ça existe et il se passe pas grand chose honnêtement. Les hébergeurs du site ont des modérateurs. Régulièrement les modérateurs ferment des groupes, mais en même temps on s'aperçoit que les groupes sont plus malins que les modérateurs, ou au moins sont plus rapides. Et puis parfois parfois les hébergeurs ne voient rien. Le fameux groupe Babylone 2.0 sur Facebook, qui était un groupe sur lequel des hommes postaient des photos volées de femmes en situation d'intimité. 52 000 personnes qui étaient dans le groupe. Ouais. Ça se crée pas en 48 heures, un groupe de 52 000 personnes. Il faut un peu de temps quand même pour arriver à amalgamer 52 000 personnes. Et d'après ce que me dit Facebook, il faut un signalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré dans ce groupe, qui fasse un signalement. Moi, je pense que les administrateurs pourraient être un peu plus vigilants. Donc vous demandez plus de vigilance de la part de Facebook, des réseaux sociaux, des plateformes pour... Moi, ce que j'observe, c'est que lorsqu'il s'agit de lutte contre le terrorisme, et je m'en réjouis, et fort heureusement, les hébergeurs sont extrêmement mobilisés et extrêmement actifs à l'encontre des sites pro-djihadistes ou d'apologie du terrorisme. J'observe que sur le racisme et l'antisémitisme, les hébergeurs sont aussi plus réactifs. Mais en ce qui concerne les violences verbales à l'encontre des femmes, là, on a encore besoin un petit peu d'avancer, ne serait-ce que parce que la loi, d'ailleurs, n'est pas aussi exigeante. Les sites et les propos d'incitation à la haine raciste sont condamnables, à l'antisémitisme aussi, mais pour les femmes, on ne parle que de discrimination, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a besoin aujourd'hui qu'on mette l'incitation à la haine des femmes au même titre, au même niveau que l'incitation à la haine raciste. Et donc à la fois, il faut une mobilisation, une plus grande implication des hébergeurs de ces réseaux sociaux. Il faut davantage de poursuites judiciaires, incontestablement, en sachant, et je dis... Par les auteurs de ces propos. À l'encontre de ces propos. Et je le dis vraiment avec beaucoup de compassion pour la justice, c'est que le volume des auteurs de ces propos est tellement important, tellement élevé, que ça rend les choses encore plus compliquées et ça mobilise. Et de manière générale, en ce qui concerne le harcèlement, on a un taux d'instruction des plaintes qui est très insuffisant parce que c'est parfois difficile effectivement d'apporter la preuve, c'est parole contre parole, mais là sur les réseaux sociaux on a faire des captures d'écran, exactement. Là on a les preuves avec la capture d'écran et donc il faut engager quelque chose. Et puis enfin, peut-être c'est un message pour tous ceux qui aujourd'hui sont les promoteurs du net, tous ceux qui défendent la liberté de création et d'information sur le net. J'entends bien leur grand attachement à cette liberté de création et d'information, mais cette liberté de création, elle est aussi dévoyée, et c'est en son nom qu'on écrit ou qu'on lit sur le net des choses qui sont absolument inacceptables. Je pense à l'accès des mineurs à la pornographie, qui est aujourd'hui un véritable problème parce que... Et comment on lutte contre ça justement? Eh bien, comment on lutte contre ça? C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, mais j'ai besoin à un moment donné que tout le milieu de la promotion du net admette l'idée
qu'on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression et de création, laisser faire et dire des choses dangereuses, haineuses. Ce week-end, il y a notamment eu la marche des femmes à travers toute la planète, notamment à Paris, qui a recueilli plusieurs milliers de personnes. Vous, ça vous choque de voir une personnalité devenir président des États-Unis, tenir ce genre de parole envers les femmes? Bien sûr, c'est extrêmement choquant. Pour tenir ces propos, qu'il n'exige de lui-même aucun rôle exemplaire, aucune vertu particulière. Or, quand on est responsable politique, on se doit d'être exemplaire sur ces propos. Ce qui me choque aussi, c'est que, en fin de compte, les Américains et aussi des Américaines ont voté pour lui malgré ses propos. Cette ratification des propos de Donald Trump pourrait être comprise comme une autorisation implicite à se comporter et à parler comme lui. Et donc la réaction des femmes, des féministes, des minorités aux États-Unis, mais aussi partout, dans de nombreux endroits sur la planète, est une saine réaction. Je me dis que peut-être un féminisme internationaliste, solidaire, un féminisme sans frontières est en train de réémerger à partir de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que ce qui se passe aux États-Unis ne se passe pas que aux États-Unis. Nous avons vécu en Europe la menace sur l'IVG en Pologne, et là la solidarité aussi a beaucoup joué, et on voit bien en France aujourd'hui que les conservateurs sont hyperactifs sur ces sujets. Donc il y a un climat pour les femmes qui est un climat qui doit les mobiliser, pour lequel elles sont vigilantes, elles en font preuve. Et puis aussi dans ces jours de grandes manifestations, je voudrais avoir une pensée pour les femmes qui n'ont pas le droit de manifester. Celles qui vivent dans des pays où elles ne peuvent ni occuper librement l'espace public, ni sortir dans la rue habillées comme elles veulent, et encore moins manifester. Et j'espère qu'on a toutes et tous manifesté aussi pour elles samedi. Qu'est-ce que le féminisme? Tout le monde a un peu une définition différente. Vous, comment vous le définiriez justement, ce féminisme? Le féminisme, comment je dirais le féminisme? Le féminisme, c'est la volonté de mettre fin à l'ordre de la domination masculine. Voilà. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la domination masculine, de la domination sur les femmes, partout, sur toute la planète, et depuis des siècles. Les femmes sont victimes de violences spécifiques, leur corps fait l'objet d'un commerce spécifique, leur travail est surexploité et leur capacité civique est niée, bafouée. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de progrès, et donc le féminisme, c'est simplement la volonté d'instaurer un monde dans lequel les femmes et les hommes sont égaux. Bien sûr, on n'est pas similaires, on n'est pas identiques, mais ce qui est insupportable, c'est que ces différences biologiques, que soit le prétexte, soit la cause des inégalités et des discriminations qui vont se développer par la suite. Donc être féministe, c'est juste vouloir un monde juste. Question, toujours l'interactivité sur Brut. Léop Simons sur Facebook Live, qui là nous parle justement du fait de Roman Polanski qui soit président de la nouvelle cérémonie des Césars. Ça vous choque aussi cela? Je l'ai dit déjà que ça me choquait, que j'étais étonnée qu'on puisse qu'un collectif... Alors, ça n'implique nullement le gouvernement ou l'État. Hein. Donc vous n'en appelez pas au retrait de... Non, mais l'Académie des Césars n'est sous la tutelle d'aucun ministre et en plus ne reçoit de subvention de personne. Donc c'est une structure totalement libre de choisir. Et le fait de désigner Roman Polanski n'est pas une infraction à la loi. En revanche, c'est révélateur d'une grande indifférence à l'égard des faits qui lui sont reprochés et en particulier d'un viol, puisque c'est une affaire de viol sur une mineure qui est en cause. Et je me demande comment des gens ont pu autour d'une table prendre une telle décision sans se dire « oui, mais quand même, symboliquement, ça veut dire quoi de le choisir lui ?» Certes, c'est un très grand cinéaste, certes, c'est un réalisateur remarquable, mais quel est le message qu'on envoie sur le refus collectif que nous devons affirmer très fermement à l'encontre des viols et des abus sexuels sur les mineurs. Donc vous le déplorez, mais vous ne demandez pas son retrait? Non, je ne demande pas son retrait. Je ne vais pas me lancer dans une affaire comme ça. Je pense que l'opprobre collective est déjà tombée.
Quelques petites dernières questions juste avant de conclure cette interview. On a l'initiative d'une jeune artiste qui justement parle de remettre en cause justement le délai de prescription par rapport aux enfants qui sont notamment victimes de délits et crimes sexuels, qui aujourd'hui, il y a un délai de prescription qui peut paraître assez raccourci. Comment va évoluer les choses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous voulez porter, vous? C'est un sujet qui a d'abord déjà été évoqué, abordé, et qui met en présence des analyses et des positions différentes. Et jusqu'à présent, il y a d'un côté ceux qui pensent que l'allongement du délai de prescription serait en fait un faux espoir donné aux victimes, parce que quand le temps écoulé entre la date des faits et le procès est trop long, il devient plus difficile d'apporter les preuves. Et puis d'autres gens qui pensent que, au contraire, il faut permettre aux victimes encore plus longtemps de déposer plainte contre les abus sexuels qui ont été commis contre les viols commis sur les mineurs, les histoires de viols commis sur les mineurs. Moi, j'écoute les uns, les autres, tous sont des gens respectables, et à un moment donné, je ne peux pas trancher de cela toute seule. Donc j'ai mis en place une mission de consensus qui a été confiée à la fois à Flavie Flament, qui est journaliste, mais qui aussi a été victime d'un prédateur quand elle était adolescente, et également à un magistrat, ancien président de cour d'assises, et tous les deux vont conduire une mission de consensus, c'est-à-dire qu'ils vont mettre autour de la table toutes celles et ceux qui ont un point de vue sur ce sujet pour voir si on peut avancer, combiner les points de vue et aussi réfléchir sur une meilleure prise en charge, indépendamment des délais de prescription, des conditions d'accueil des enfants, des mineurs et des femmes victimes de violences par la suite, femmes ou hommes d'ailleurs. Une dernière question sur Facebook Live avant la mienne, d'actu généraliste, là pour le coup, qui nous parle de Cédric Héroux, ce jeune qui justement aide, ce jeune agriculteur qui aide des personnes en difficulté, des migrants. Pour vous, c'est un voyou ou c'est un humanitaire? On sait qu'aujourd'hui il est poursuivi par la justice justement pour avoir facilité l'arrivée en France de certaines personnes, les avoir hébergées chez lui. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Je ressens deux choses. Premièrement, j'aime mieux les gens qui aident les migrants, qui sont généreux avec eux, qui leur apportent de l'aide humanitaire, que les politiques comme Laurent Wauquiez qui lancent des pétitions pour que les maires refusent d'accueillir des migrants dans leur commune. Et j'observe que partout dans les communes où des migrants ont été accueillis, ça se passe très bien et les habitants sont très heureux d'accueillir des migrants, de les aider à s'intégrer, et c'est une belle démonstration d'humanité. En ce qui concerne l'affaire Cédric Héroux, je suis ministre, et ce qui m'interdit de commenter les décisions de justice. Voilà, réponse est donnée donc à cet internaute qui posait cette question. Dernière question pour conclure, parler d'avenir, votre avenir personnel. Qu'est-ce que vous comptez faire après mai prochain, votre engagement à venir? Après mai prochain, je vais retourner au Sénat, je suis sénatrice. Donc je vais reprendre ma fonction de parlementaire. Je ne sais pas quels seront les résultats des élections, je n'exclus aucune hypothèse, je souhaite que la gauche gagne cette élection présidentielle, mais dans tous les cas de figure, je continuerai d'une façon ou d'une autre de porter les causes qui m'étaient déjà chères avant, en particulier l'égalité femmes-hommes, mais aussi celle des droits de l'enfant, qui est devenu aujourd'hui pour moi un véritable engagement. J'ai travaillé pendant ces années de ministère avec énormément d'associations, j'ai tout un tissu extrêmement riche et dense avec lequel j'ai régulièrement construit des projets. Je vais continuer de travailler avec elles et avec eux pour le progrès et les libertés des individus. Et on peut imaginer que si Manuel Valls était président de la République, votre mission pourrait peut-être continuer? Ou une autre. Une autre peut-être? Je ne sais pas, ou pas d'autre. Voilà. À suivre. Vous savez, on ne décide pas un matin, quand on ne se lève pas un jour. Moi, je ne me suis pas levée un jour en me disant, quand je serai grande, je serai ministre. Un jour, je me suis rendu compte que mes engagements, mes convictions ne pouvaient que me conduire à agir avec d'autres, à militer. J'ai d'abord été une militante, et puis ensuite, quand on est militant, on a envie de faire, donc je suis devenue une élue. D'abord une élue locale, puis ensuite une parlementaire, et puis ensuite je suis devenue ministre. Mais c'est un ensemble de chances, de circonstances, c'est pas un but de vie. Voilà, donc je suis très, très heureuse, très fière d'avoir été ministre 3 ans, j'aurais été membre du gouvernement pendant 3 ans, je serai disponible pour le redevenir un jour, ou pas.
Voilà, mais la vie ouvre mille une opportunités du moment qu'on a des convictions et l'envie de les défendre avec les autres. C'est sur cette perspective d'avenir que s'achève cette interview. On vous remercie beaucoup de nous avoir reçus au sein de votre ministère pour cette interview en direct sur Brut. Merci à vous de m'avoir invité à m'exprimer devant les internautes dans la petite fenêtre de Facebook. Et justement, on remercie également les internautes qui ont posé des questions. On a essayé d'en prendre le maximum possible dans le temps qui nous était imparti. Et je pense qu'on a pu en faire le tour. Et on vous remercie donc chacun d'avoir suivi également ce live. Et on se retrouve très vite sur Brut, votre nouveau média en ligne sur l'actualité politique en immersion, pour rencontrer tous ceux qui font l'actualité politique. On se retrouve très vite sur Brut. D'ici là, passez une excellente fin de journée. À très bientôt.